Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de la grande édition de la mi-journée de ce vendredi 5 juin de l'année 2020. Voici les titres du journal. Au Bénin, la vie reprend son cours normal sur les parcs à bus pour le transport en commun après l'assouplissement des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus. Et tout comme les compagnies de transport, les vendeuses et les guides voyageurs peuvent à nouveau exercer leurs activités génératrices de revenus. Seule contrainte, les frais de voyage qui ont connu une hausse et la distanciation physique qui est désormais exigée. Nous irons à Boïcon pour faire le constat avec Imet Hélène Mousso. Ensuite, nous parlerons environnement, dont la journée mondiale est célébrée à la date du 5 juin de chaque année. Pour l'édition 2020, le thème retenu est la biodiversité. En marge de l'événement, nous nous intéressons à Canal 3 Bénin, aux mangroves qui résistent aux menaces anthropologiques le long des côtes béninoises. Nous avons fait une descente sur les sanctuaires de la biodiversité dans la commune de Ouida pour vous pondre un magazine que vous suivrez dans ce journal. Et puis, interrogation, que pensent les spécialistes de l'économie et les autres acteurs de la société civile de la nouvelle monnaie annoncée dans la zone UEMOA? Nous essayerons de répondre dans cette édition. Mais sachez déjà qu'il y a une semaine, le Parlement français validait l'accord qui lie l'UEMOA et la France dans le cadre de cette nouvelle monnaie. Nous en parlerons avec un document signé Clément Tchadé et Eder Moupevi. Voilà pour le sommaire. Bien, bonjour et bienvenue au 13h. C'est fini le chômage technique imposé aux acteurs du secteur des transports par les mesures de lutte contre le coronavirus. Les activités ont repris depuis le début de cette semaine et tout comme les compagnies de transport, les vendeuses et les guides voyageurs peuvent à nouveau exercer leurs activités génératrices de revenus. Seule contrainte, les frais de voyage qui ont connu une hausse et la distanciation physique qui désormais est exigée. Cette mi-journée, nous allons nous rendre à Boïcon pour faire le constat avec Imet Hélène Mousso. Suivez. Depuis ce mardi, à l'instar des églises réouvertes, les véhicules de transport en commun roulent aussi à nouveau. Sur le parc à bus de Boïcon, espace d'escale ou d'embarquement des voyageurs en transit du sud vers le centre et le nord Bénin, la vie a repris. Les déplacements vers les différentes destinations à cause du contexte sanitaire se tiennent dans le respect des mesures et gestes barrières. J'ai constaté qu'il y a normalement la sécurité qu'il le faut. Et les vendeuses comme les voyageurs, ils ont tous leur cache-nez. Dans le véhicule, c'est aussi bon. Et seulement que le tarif est doublé. Quand on vient que c'est doublé, il y a la place de 2 personnes qui est réservée à une seule personne. Après avoir donné le ticket aux clients, on leur invite à se laver les mains en fait. Après avoir lavé les mains, on leur demande aussi de s'asseoir dans le bus. Et maintenant, dans le bus, en réalité, chaque passager, il doit avoir 2 passagers par chaise et par place. Mais on essaie de les aligner une par 2 chaises. Donc, ils ne s'assoient pas aussi l'un derrière l'autre. C'est-à-dire on arrive à les décaler. L'autre à gauche, l'autre à droite. Les voyages sur de longues distances sont à nouveau possibles, mais avec un peu plus de contraintes financières. Pour les différentes destinations, la distanciation sociale est exigée. Le tarif a également subi une certaine hausse, une situation qui n'arrange ni voyageurs ni les compagnies de transport. Il est exorbitant. Quand on sait que par le passé, j'avais l'habitude de payer 7 500 Cotonou à Tengu, c'est passé maintenant. D'autres passent à 15 000, maintenant dans ce bus c'est à 13 000. À voir la conjoncture qui court, c'est inadmissible. Si j'allais demander, c'est de dire au gouvernement de revoir sa copie. Les passagers ne voyagent plus comme d'habitude. Vous comprenez? Par exemple, on avait l'habitude de faire plein, mais le nombre exigé maintenant, c'est que vous devez prendre 25 ou 30. Donc c'est ce qui pose le problème. Et le prix aussi a augmenté. Ça fait que quand vous montez à bord d'un bus, vous voyez les passagers, ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup dedans. D'habitude, le car prend combien de personnes? 55 voire 57. Aujourd'hui, on n'est même pas encore à 20, vous voyez. Lorsque vous prenez 30 passagers au lieu de 60, et le coût, en réalité, si c'est 60, ça veut dire que chaque passager doit payer 5 000 au moins par Cotonou sur Parakou. Et nous prenons 9 000 sur
et par passager. Et ils sont au nombre de 30. Vous voyez que la compagnie doit avoir de pertes. Les déplacements s'effectuent souvent pour des raisons familiales, professionnelles ou lucratives. Mais en attendant une amélioration de la situation sanitaire et l'assouplissement des mesures de lutte, chacun est appelé à se ménager. Voilà, on va dire que ce sont des contraintes qui contrastent justement avec la joie de ces acteurs qui entourent le secteur du transport en commun. Le coronavirus encore, et pour le plan de riposte, 3 bonnes volontés viennent d'apporter leur soutien au gouvernement. Il s'agit de l'ONG Medical Corps Development International, l'Union des Églises Baptistes du Bénin et la Fraternité d'Almeida qui ont fait don de kits de matériel médicaux et d'enveloppes financières. Des dons réceptionnés hier jeudi dans les locaux du ministère de la Santé sous les yeux d'Assiomo Kayansiomo et Rachidi Souberou, dont voici le compte rendu. Medical Care Development International, l'Union des Églises Baptistes du Bénin et Fraternité d'Almeida prennent part à la riposte contre la Covid-19. Un élan qui les a amenés à faire don de divers matériels au ministère de la Santé le mercredi 3 juin. Des intrants médicaux pour Medical Care Development International, l'Union des Églises Baptistes du Bénin avec un chèque d'1 million de francs CFA et Fraternité d'Almeida avec des cartons d'eau de Javel. Un seul objectif, appuyer le gouvernement dans ses efforts. Dans le souci de contribuer à la riposte nationale, le PAFI, avec le soutien du WSCC, a revu sa stratégie et son plan d'action pour octroyer une partie de son budget à la lutte contre cette pandémie. C'est tout le sens que ce chèque symbolique de 1 million de francs CFA délivré aujourd'hui au gouvernement pour manifester la solidarité de notre famille, appelée famille baptiste du Bénin, au peuple béninois dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et ses conséquences. Dans ce cadre que les enfants, les petits-enfants d'Almeida, regroupés dans un creuset qu'on appelle Frada, ont décidé d'apporter leur soutien au gouvernement présidé par son Excellence le Président Patrice Talon. Ces gestes spontanés sont salués par le ministère de la Santé qui loue les efforts consentis. Il y a toujours un besoin supplémentaire, un besoin complémentaire pour atteindre les communautés au plus profond de nos contrées. C'est pourquoi l'appui que vous apportez ce soir va fortement contribuer à améliorer la riposte. Ali Morouba Chabi a rassuré les donateurs de l'usage qui sera fait des actes posés. Voilà l'appel à la solidarité nationale attendu donc par ces bonnes volontés. Parlons maintenant environnement, dont la journée mondiale est célébrée à la date du 5 juin de chaque année. Et pour l'édition 2020, le thème retenu est la biodiversité, ce qui sonne comme un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. En marge de l'événement, nous autres, à Canal 3 Bénin, nous nous intéressons aux mangroves qui, il faut le dire, résistent aux menaces surtout anthropologiques le long de la côte béninoise. Nous avons effectué une descente sur ces sanctuaires de la biodiversité et dans la commune de Ouida pour vous ramener ceci. Regardez. Paysage calme et fabuleux. Atmosphère sauvage mais rassurante. Prise au piège au milieu des échasses de palétuviers, des arbres à longues racines poussant dans les habitats salins côtiers, les merveilles de la nature se laissent découvrir de plus près. Ces forêts de mangroves situées le long de la côte béninoise sont en réalité un réservoir de la biodiversité et sont l'objet de toutes les attractions. Ici, dans l'aire communautaire de conservation de la biodiversité ACCB de Togbin à Dunkor,
Les populations vouent à ces formations végétales un intérêt particulier. Ici, nous avons beaucoup d'animaux. Nous avons les singes à bande rouge, les animaux rares sont pleins dedans. Je ne saurais vous les citer tous. On n'avait pas compris l'utilité, mais maintenant là, on a su que la mangrove c'est une espèce très importante pour nous parce que ça permet à ce que les frettins se reproduisent. Vous voyez, et ça empêche maintenant les martins pêcheurs par exemple de pêcher ces frettins là. Donc ça permet aussi à ces frettins là de grandir dedans. Il y a les animaux, ces espèces, les oiseaux qui grandissent dedans. En plus de ça, ça purifie l'air. Après 4 heures de balade sur la lagune côtière entre Adunko et Djegbadji avec ses acteurs de l'ONG Action Plus, on se rend compte aisément de l'immense richesse que constituent les mangroves. C'est des plantes qui, de par leur fonction, aident les ressources halieutiques, les poissons, les crabes et toutes autres ressources de tout cas, à pouvoir se reproduire aisément puisque ça sert de zone de frayère pour leur développement. C'est des plantes qui, de par leur attrait, accueillent les oiseaux et facilitent, je dirais, l'hivernage entre deux régions. En plus d'être des réservoirs de la biodiversité, ces écosystèmes sont de véritables remparts contre l'érosion côtière et constituent, selon les études, des puits carbone très prisés. Au Bénin, nous avons fait des études pour montrer que 1 hectare de mangrove capte par jour 100 kg de CO2. Et cette donnée importante montre que les mangroves jouent un rôle important dans la régulation de l'écosystème de l'environnement. Entre reboisement, campagne de sensibilisation et répression, les populations ont pris conscience de l'importance des mangroves. Selon le rapport d'inventaire des écosystèmes de mangroves et des zones humides côtières du Bénin, publié par la FAO en 2018, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'espace que couvrait la mangrove a augmenté de 137 hectares entre 2005 et 2015. Cependant, à Ouida, la superficie a régressé sur la même période de 61 hectares. C'est une facture salée mise sous le coup des coupes anarchiques et de la saliculture, notamment à Djegbadji, où se dresse cette usine artisanale à ciel ouvert de transformation du sable en chlorure de sodium. Les femmes avaient souvent misé sur les palétuviers pour attiser le feu. Les palétuviers sont appréciés parce que ce sont des bois qui brûlent très bien. Nous n'avons pas besoin d'aller loin pour nous en procurer à volonté. Nous n'en payons pas, c'est un don de Dieu. Mais l'État a interdit les coupes pour la raison qu'on veut développer de l'écotourisme. Ce qui fait que nous n'utilisons plus les palétuviers. Nous payons du bois et nous rencontrons d'énormes difficultés dans ce cadre. Suite à la décision du Conseil des ministres du 26 octobre 2016 qui interdit les coupes de palétuviers et de cocotiers dans les zones humides, la pression a diminué. L'autre défi à relever, c'est de trouver une alternative aux femmes productrices de sel. D'abord, le hangar que vous avez derrière moi, ça a été érigé par la mairie dans le cadre du projet Gestion durable de mangroves, plantation de bois de feu de Gapui. En fait, c'est un projet qui voulait réaliser 40 hectares de bois de feu, rien que pour les femmes salicultrices. Mais en entendant la récolte de ce bois, la mairie a anticipé pour dire que, en attendant, la mairie va acheter du bois ailleurs et va ramener ça aux communautés ici. Il y a plusieurs techniques. C'est vrai qu'actuellement, il y en a qui n'ont pas encore prospéré. Par exemple, nous avons la technique de production de sel solaire, de sel sur des bâches. Dans d'autres communautés, les gens se sont appropriés. Par exemple, à Minkor, à Degoué, à Kouvenafide, les femmes continuent de produire avec les bâches. Mais par contre, à Djegbadji, ça n'a pas encore prospéré. Mais nous sommes toujours en train de chercher des solutions. Il y a aussi le foyer Mivo, que le PNUD a voulu qu'on expérimente ici. Mais les difficultés que les femmes ont annoncées, c'est le fait que de temps en temps, il faut rester à côté de ce foyer pour que le feu ne s'éteigne pas. Et si ces solutions portent progressivement leurs fruits, il faudra d'abord penser à une menace qui devient persistante,
l'occupation anarchique des zones humides et ensuite mettre en valeur ces sanctuaires de la biodiversité. Voilà, c'était juste un échantillon du potentiel dont dispose le Bénin en matière de biodiversité. Et toujours par rapport à cette journée mondiale de l'environnement qui porte justement sur la biodiversité, eh bien, une équipe de Canal 3 Bénin s'est rapprochée du professeur Placide Clédio, professeur titulaire en sciences de l'environnement, aménagement du territoire, géographe de formation et actuellement directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire, espace, culture et développement de l'université. Dabo Mekalavi, il nous donne ici beaucoup plus d'explications sur l'importance de la biodiversité dans la préservation de l'environnement. Il a saisi l'occasion pour aborder la question des masques médicaux utilisés en cette période de pandémie du coronavirus. Des masques qui, selon lui, mettraient moins de 400 ans avant de se détruire. Professeur Placide Clédio est ici au micro de Ouliat Sanoussi et Eder Moupavi. La biodiversité joue un grand rôle dans la protection de l'environnement. Pour que les hommes puissent vraiment survivre longtemps sur la Terre, c'est qu'il faut vraiment jouer sur la biodiversité. Nos activités dépendent de la biodiversité. Tout ce que nous faisons pour pouvoir vivre, ça dépend de la biodiversité. Lorsque nous bouleversons la chaîne trophique, automatiquement, ça a des répercussions sur notre santé. Donc, nous avons vraiment intérêt à le faire. Les exemples que je peux donner, c'est sur le fait, par exemple, qu'on prélève, tuer les papillons. On banalise, on peut les tuer, on peut tuer les abeilles. Mais dès que vous les tuez, automatiquement, vous n'aurez plus de fruits la saison qui va venir. Parce qu'ils jouent un grand rôle dans la pollinisation pour pouvoir donner les fruits. Et c'est le rôle de la biodiversité. Donc, les espèces là, sont à préserver pour que nous puissions respecter la chaîne trophique et automatiquement tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre là devrait suivre. Donc c'est un thème très important, la biodiversité, et ça rentre en ligne de compte dans la préservation de la nature et de l'écosystème. Les masques, heureusement que l'Afrique a contourné un peu la fabrication des masques avec les pailles qui sont biodégradables. Sinon, les masques qui sont plus utilisés et les masques qui sont en promotion pour profiter de Covid-19, c'est les masques en plastique en fait. Mais ces plastiques après Covid-19 là ont 450 ans à faire dans l'atmosphère, sur la Terre, avant de se désintégrer. Donc ça pose un réel problème de gestion. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, l'assainissement, donc la gestion des déchets après Covid-19. Et c'est ça l'université. Nous, actuellement, déjà, on pense à ça. Parce que c'est les masques que nous utilisons. Dès qu'on va les laisser, non seulement les masques en paille, on peut les gérer, mais les masques en plastique envoyés par les Chinois et autres, c'est des masques qui ont une durée de vie de 400 ans au moins. Donc, ce seraient des déchets qu'on va utiliser, recycler, trimballer pendant 400 ans. Vous voyez que c'est vraiment important. Donc, il y a ce problème-là qu'il faut vraiment gérer au niveau de la gestion des masques. Alors, ce qu'on conseille, je ne peux pas dire maintenant que nous allons directement vers les masques biodégradables. C'est ça l'idéal. Mais déjà, avec les pailles que nous avons, ça permet vraiment de limiter la chose. Et je conseille alors à tout le monde, pour profiter de la journée de la biodiversité, que chacun utilise les masques biodégradables, peut-être en paille, en coton, qui vont vraiment limiter la pollution de l'environnement. Voilà, professeur Placide Clédio, sur des propos recueillis par Ouliat Sanoussi et Eder Moupavi. De l'environnement à l'éducation, parlons des programmes d'études en Russie. Ces programmes ont été officiellement lancés hier jeudi à Cotonou. C'est à la faveur d'un point de presse. Et à en croire les conférenciers, ces programmes prévoient aussi des formations sous forme de cours en langue russe. On va faire le point de cette sortie médiatique
avec Clément Tchadé et Elvis Tonoukoua. Votre centre a mis en place plusieurs programmes pour faciliter l'intégration des Africains en Russie. La Russie ouvre ses portes aux étudiants béninois désireux de poursuivre leurs études dans ses universités. Et pour le compte de la prochaine rentrée prévue pour septembre, le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie basé à Cotonou a animé ce point de presse pour annoncer les facilités accordées aux jeunes béninois qui veulent étudier dans les villes du pays. Il s'agit entre autres des facilités relatives aux formalités administratives et des programmes sur l'apprentissage de la langue russe. Et en prélude à la prochaine rentrée académique russe, qui s'ouvre en septembre prochain, le Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie, nous allons les accompagner pour leurs inscriptions, leur faciliter les démarches administratives aussi bien au Bénin qu'en Russie et les aider à explorer les possibilités de logement en Russie afin de faire le bon choix. Avant la prochaine rentrée, le centre se propose donc de faire une mise à niveau en langue russe pour pallier aux difficultés linguistiques qui constituent un blocage aux étudiants béninois depuis des années. À cela s'ajoute sa disponibilité à accompagner ces derniers, aussi bien pour leur voyage que pour leur séjour. À partir d'aujourd'hui, chaque Béninois désirant apprendre la langue russe aura une telle possibilité. Les cours de russe à Cotonou rapprochent nos deux pays, la Russie et le Bénin. Je me réjouis que la jeunesse béninoise aspire à apprendre la langue russe. Ce n'est pas par hasard que les Béninois apprennent la russe. Leur but principal est d'aller en Russie pour faire ses études supérieures. Donc, nous connaissons donc la qualité de la formation qui est dispensée chez vous et au nombre des barrières qui font qu'il y a une forme de désaveu qui s'offre aujourd'hui à nos apprenants, aux étudiants, c'est bel et bien la barrière linguistique. Nous nous réjouissons de cette belle initiative et nous nous réjouissons également du réseau relationnel que vous voudrez mettre à leur disposition pour leur offrir un certain nombre de facilités au titre des conditions qu'ils peuvent donc avoir pour un meilleur séjour en territoire russe. Et vous dire que, autant que faire se peut, dès que vous avez besoin de quoi que ce soit que le ministère pourra faire pour accompagner donc cette formation de qualité que nous désirons. Vous savez, la stratégie numéro 5 du pilier 2 du programme d'action du gouvernement dit que nous avions besoin d'améliorer la qualité de la formation qui est dispensée. Les études universitaires en Russie sont donc une opportunité qui permet aux étudiants sortants d'être compétitifs sur le marché de l'emploi et la recherche. Après ces progrès dans la science et la technologie, la Russie revient donc avec de nombreux programmes pour accompagner les jeunes Africains. Le Centre pour le développement des affaires et de la coopération avec la Russie garantit à cet effet les études aux Béninois sans aucune difficulté. Voilà le monde académique de la Russie ouvert aux Béninois. Nous allons rester avec Clément Tchadé qui nous amène maintenant à la rencontre des spécialistes de l'économie. C'est pour nous parler de la nouvelle monnaie baptisée ECO qui est annoncée dans la zone UEMOA. Le processus de création est déjà enclenché et il y a une semaine, le Parlement français validait l'accord qui lie l'UEMOA et la France dans le cadre de cette nouvelle monnaie. Maintenant, question, que peut-on retenir des nouveautés, surtout des insuffisances de la réforme de l'ECO? Élément de réponse dans ce document. Suivez. Le passage des pays de l'espace UEMOA et du franc CFA à la nouvelle monnaie ECO suit son cours. 6 mois après la démarche des présidents Macron et Ouattara ayant abouti à l'accord de coopération entre les gouvernements des pays de l'UEMOA et la France, le Parlement de l'Hexagone a donné son feu vert au projet de la nouvelle monnaie ECO. Un grand pas selon cet analyste. Fondamentalement, 3 grands éléments ont évolué. Le premier élément, donc, c'est le changement de nom, parce que le franc CFA, c'est comme ça qu'on appelait la monnaie donc, des pays de l'UEMOA, va devenir désormais ECO. Le second élément, c'est que désormais, les représentants de la France vont désormais se retirer. Donc la France n'aura désormais plus de représentants au niveau des instances comme par exemple le comité de politique monétaire, où la France avait même parfois droit de veto sur certaines grandes questions.
Et le troisième élément essentiel qui posait beaucoup de problèmes également, c'est le mécanisme du compte d'opération. Désormais, la BCEAO, la Banque centrale, aura la mission de gérer les réserves de change des pays de l'UEMOA. En effet, les pays de l'espace n'auront donc plus à centraliser leurs réserves au niveau du Trésor français, qui s'élevait à plus de 50%. Mais pour cet agrégé des sciences économiques, aucun changement fondamental. L'UEMOA, qui était une union monétaire, qui était arrimée à la France, à l'euro, a entrepris comme une démarche individuelle. Et c'est eux maintenant qui veulent transformer le CFA en éco, quitte au pays de la ZMAO de rejoindre après. Et je crois que c'est un gros problème parce que les autres ont compris ça comme un certain torpillage du projet initial, du projet commun de la CEDEAO, qui est la création de l'éco. Non, fondamentalement, il n'y aura pas de changement, même si on arrivait à changer le nom CFA en éco. Et pourtant, la préoccupation initiale reste et demeure. Parmi les arguments avancés, le franc CFA ne favorise ni le commerce entre les pays de la CEDEAO, ni les paiements, mais au contraire rend plus coûteuses les transactions financières. C'est la ruse, tout simplement la ruse, pour devancer les faits, mais un jour ou l'autre, ce qui est prévu se fera. Et on ne peut pas... Ce qui a été fait, c'est un nouvel habillage du franc CFA qu'on appelle l'éco. On a juste changé le nom, mais la situation demeure la même. C'est la France qui continue d'assurer la parité fixe de l'éco, et on ne peut pas continuer, n'est-ce pas, de ce cordon ombilical entre la France et les pays, n'est-ce pas, africains francophones. Il faut couper le cordon ombilical. On va demander à la société civile de se mobiliser. Toutes les forces sociales doivent se mobiliser pour inverser cette tendance-là. Mais la question de l'éco telle qu'elle est manipulée actuellement, on a tendance à avoir un peu peur. Parce qu'on a l'impression que l'éco est une question entre les pays de l'UEMOA, donc notamment beaucoup plus entre Alassane Ouattara et Macron. À part cette limite que relèvent les spécialistes, la question de la parité fixe entre l'euro et l'éco attire les attentions des économistes mais aussi des activistes du panafricanisme. Ces derniers pensent déjà aux impacts négatifs de la nouvelle monnaie qui, pour eux, auront des conséquences sur le développement économique de la zone UEMOA. Si l'éco se créait, c'est comme si c'est la même parité avec le CFA qu'on va reproduire, à moins que le projet soit étendu au pays de la CEDEAO, comme on était en train de le dire. Mais sinon, on aura toujours les mêmes attitudes d'importation, d'exportation, et puis cette balance commerciale qui est structurellement déficitaire. Par contre, lorsqu'on va rentrer dans la CEDEAO, on aura une plus grande économie qui va représenter 60% de l'économie française. Et ce serait difficile pour la France de supporter ça. Et c'est là l'inquiétude majeure. Parce qu'en fait, il faut retenir fondamentalement que lorsque vous avez une monnaie comme le franc CFA qui a une parité fixe avec l'euro, c'est bien. C'est une bonne chose parce qu'il y a une garantie de stabilité monétaire. Et c'est très bon pour les investissements. Mais quand on a fini de dire ça, il faut souligner très rapidement en fait que cette parité-là, elle est un peu surévaluée et ne reflète pas réellement la valeur de nos économies. Donc en termes d'exportation, elle n'avantage pas la compétitivité des pays de l'UEMOA quand il s'agit de vendre à l'extérieur. Malgré la réforme, la France demeure le garant de l'éco et va ainsi apporter son concours à l'UEMOA pour garantir la convertibilité de sa monnaie. Les analystes voient cela comme du surplace. C'est bien, parce qu'on pourrait se demander en contrepartie de quoi. Mais tenez-vous bien, l'article 8 déjà souligne simplement que, attention, lorsque les avoirs à vue des pays de l'UEMOA, le rapport des avoirs à vue des pays de l'UEMOA par rapport à leur engagement est inférieur ou égal à 25%, alors la France s'autorise à désigner un représentant, d'accord, au niveau des instances de gouvernance de l'UEMOA tout le temps qu'il faudra jusqu'à ce que la crise passe. Voilà, nous avons désormais une idée de cette transformation, bien sûr, du franc CFA en éco, un défi surtout pour la zone UEMOA en matière monétaire. C'est l'essentiel à retenir cette mi-journée.
quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation vous remercie de nous avoir suivis. Prenez le prochain rendez-vous de l'actualité à 16h avec le bulletin. Moi, je vous retrouve demain samedi lorsqu'il sonnera 13h. Bon appétit.